Un soir, vous êtes tranquillement à la maison avec votre petit frère que vous devez garder. Personne d'autre n'est présent et la soirée semble se dérouler à merveille. Votre frère s'endort et vous vous dites que le reste de la soirée sera à vous. Mais en vous promenant dans votre propre habitat, vous sentez que quelque chose cloche. Vous en êtes sûr, il y a un intrus chez vous et il vous veut du mal. Que feriez-vous dans ce scénario? Vous ne savez pas? Eh bien, préparez-vous. Parce que ce soir, une personne ayant été face à cette situation va nous le révéler. Pour cette première histoire, nous allons suivre les aventures de Elena, 18 ans, et de son frère Henri, 9 ans. Tous les deux profitent de l'absence de leurs parents pour passer du temps ensemble dans la grande maison familiale. Ils sont vraiment tout seuls. Leurs parents sont partis dîner chez des amis et ont même emmené le chien de la maison, donc vraiment il n'y a personne. Rien de très anormal jusque-là en soi. Elena a l'habitude, c'est une grande sœur responsable et donc elle sait comment s'occuper de son petit frère de 9 ans. Et d'ailleurs, ça y est, il est 20h et le petit Henri a faim. La jeune femme qui vient tout juste d'obtenir son permis de conduire, d'ailleurs GG à elle, s'occupe de préparer le dîner. Pour se régaler et régaler son petit frère, elle décide de faire des pâtes carbonara. Et vu que les parents ne sont pas là, ils décident de savourer ce bon petit plat dans le salon devant la télévision. Petite chose à savoir sur la configuration de la maison, la cuisine se trouve juste à côté de la salle de bain et de la chambre des parents. En sachant ça, il faut donc savoir qu'ils ont tous pris l'habitude de toujours fermer la porte de la cuisine pour éviter que tout l'appartement ne sente le fromage et on comprend. Bref, après le dîner, alors qu'Elena s'attelle à faire un feu de bois, Henri, chargé de ramener le dessert, fait remarquer à sa sœur qu'elle a justement oublié de fermer la porte de la cuisine. Ça l'étonne vraiment beaucoup, pour elle c'était devenu un automatisme de fermer cette porte. Mais bon, les faits sont là, ça sent effectivement la carbonara dans toute la maison, et donc elle met ça sur le compte de la fatigue en se disant qu'elle a certainement dû oublier cette fois-là. La soirée se poursuit sans autre élément étrange, et après avoir regardé un film ensemble, Henri s'endort devant la télévision. Elena, elle, a vraiment du mal à trouver le sommeil. De toute façon, de base, c'est quelqu'un de nocturne. Elle décide donc de profiter de ses heures perdues de sommeil pour faire les trucs relous. Son inscription sur Parcoursup. D'ailleurs, bon courage à tous les étudiants qui sont dans cette phase-là, on est avec vous. Naviguant de plus en plus à travers les nouvelles modalités bien reloues d'admission post-bac, ses paupières deviennent de plus en plus lourdes jusqu'à ce que la fatigue l'emporte aux alentours de 1h du mat. Juste avant de plonger complètement dans son sommeil, elle ferme son ordi et s'en va se préparer pour la nuit avant d'emmener son frère toujours dans le salon se coucher. La première chose qu'elle fait, c'est aller aux toilettes. Et petit détail qui a son importance, les toilettes se trouvent pile poil en face de la salle de bain. C'est-à-dire que assis sur les toilettes, on peut littéralement voir la douche elle-même. Bref, il n'y a personne à la maison, donc il n'y a pas vraiment de problème d'intimité à ce moment-là. Et donc, assise sur les toilettes, Elena ne prend même pas le temps de fermer la porte. Et justement, c'est là qu'elle voit quelque chose d'anormal. En face d'elle, le bas du rideau de douche semble être pressé contre quelque chose. Mais non, les shampoings posés là où ils sont ne peuvent pas se retrouver là. De plus en plus stressée, Elena plisse les yeux pour essayer de comprendre. Et plus elle examine la situation, plus elle a l'impression qu'il y a littéralement quelqu'un dans la douche. On vous le rappelle, il n'y a qu'elle et son frère qui dort dans le salon actuellement. Il n'y a personne d'autre à la maison. Elena se met donc à paniquer sérieusement. Et alors qu'elle se pose 1000 questions, elle a l'impression de voir la forme bouger légèrement derrière le rideau. Pour elle, c'est la confirmation, il y a bel et bien quelqu'un. Elle ne sait pas du tout quoi faire. Elle pense tout de suite à son frère seul dans le salon. Elle se dit qu'elle doit absolument le mettre à l'abri parce que s'il y a réellement quelqu'un dans la douche, il va forcément s'en prendre à elle puis à son frère. Prise de panique mais résolue, elle élabore rapidement un plan pour mettre son frère en sécurité. Elle décide de parler à haute voix, de parler bien fort pour justifier le fait qu'elle soit restée immobile pendant assez longtemps et donc que ça ne soit pas suspect. Et après avoir fait ça, elle quitte précipitamment les toilettes. Arrivée dans le salon, tremblante, elle réveille doucement Henri. Elle lui murmure qu'ils doivent aller chercher leurs parents à l'aéroport, une excuse élaborée à la hâte pour masquer la situation alarmante. Il faut savoir qu'elle a un genre de code secret avec son frère basé sur des mèmes de chats qu'ils utilisent habituellement pour signaler la présence de personnes suspectes dans les transports en commun. Chacun sa manière de communiquer, en tout cas ça a l'air de marcher. Elena parvient à communiquer avec Henri sans éveiller ses soupçons. Le plus rapidement possible, elle enfile des chaussures et sort avec son frère vers la voiture de sa mère. Et avant de partir, Elena fait un move assez smart. Elle active l'alarme de la maison censée sonner au moindre mouvement dans celle-ci.
Une fois l'alarme configurée, elle entre dans la voiture et conduit sans savoir où elle est, guidée par la peur et l'adrénaline. Après avoir parcouru une distance considérable, elle reçoit un appel de ses parents, alertés par le déclenchement de l'alarme. Dès l'instant où elle reçoit cet appel, Elena fond en larmes, se rendant compte qu'elle n'avait pas rêvé et qu'il y avait bel et bien quelqu'un caché dans la douche. En sanglots, elle leur explique la terrifiante découverte faite dans la salle de bain. La police, arrivée rapidement sur les lieux, ne trouve aucun intrus, mais constate la fenêtre ouverte de la chambre des parents et des traces de pas dans le jardin, ainsi qu'un couteau de cuisine appartenant à la famille posé sur le lit des parents. Ceci explique donc pourquoi la porte de la cuisine était ouverte alors qu'Elena était sûre de l'avoir fermée. L'intrus y est entré pour prendre un couteau de cuisine et l'a certainement déposé sur le lit avant de s'enfuir quand l'alarme a sonné. Depuis cet événement, la vie d'Elena a changé. Elle a quitté la maison familiale pour poursuivre ses études en ville, où elle vit désormais en colocation, cherchant réconfort et sécurité en compagnie de ses amis. Ses parents, eux, ont renforcé la sécurité de leur domicile, tandis que Elena, toujours hantée par cette nuit d'effroi, ne ferme plus jamais les rideaux de la douche. C'est pour elle une habitude qui est née de la peur et du souvenir indélébile de cette situation. Henri, quant à lui, conserve peu de souvenirs de cette nuit, à part l'image rassurante d'un mème de chat montré par sa sœur dans un moment de détresse cachée. Malgré tout, la famille reste unie, mais l'ombre de l'inconnu qui s'était introduit chez eux cette nuit-là plane toujours. Pour cette deuxième histoire, la meilleure des communes, sachez déjà que vous êtes très beaux et des grands oufs, mais surtout, on va se pencher sur le récit de Cassandra, 20 ans, qui travaille dans un Burger King situé dans une petite ville. Pour rentrer dans le vif du sujet, ses horaires de travail sont très souvent assez tardifs car elle est généralement de fermeture, c'est-à-dire qu'elle commence en fin d'après-midi mais qu'elle ne part pas avant 1 ou 2 heures du matin. Et justement, c'est à cette heure-là précisément que notre histoire se déroule. Il fait nuit noire, la salle est déjà fermée depuis 1 heure, ne laissant que le drive ouvert. Et justement, pour les commandes au drive, Cassandra communique uniquement par son casque, sans aucun visuel sur les clients. Et c'est une simple sonnerie de la borne qui signale leur présence. Et ce soir-là, Cassandra, elle se prépare à fermer le drive. Pour ça, elle doit donc sortir et mettre elle-même des barrières pour que les gens ne puissent tout simplement plus passer. Il est donc 2 h du matin, il n'y a plus qu'elle et son manager dans le Burger King. Lui va qu'à ses occupations pendant qu'elle sort accomplir sa dernière tâche avant de partir. Et c'est une fois dehors qu'elle commence à ressentir une sensation bizarre. Au début, elle fait pas vraiment attention, il est tard, elle est fatiguée, mais plus elle essaie d'ignorer ce sentiment, plus il devient intense. Et c'est là, en scrutant un peu autour d'elle, qu'elle remarque qu'elle n'est tout simplement pas seule. La personne dans les parages n'est pas vraiment rassurante car il s'agit d'une silhouette sombre qui l'attend près de la porte de service. Au début, Cassandra pense qu'il s'agit d'une blague de son manager, Arthur, mais cette hypothèse est vite écartée puisqu'elle l'avait vu plus tôt dans le restaurant. Alors que Cassandra reste figée là à le regarder sans rien dire, l'homme commence à s'approcher. Elle ne sait pas vraiment l'expliquer, mais elle ne le sent pas du tout et surtout elle ne peut pas discerner son visage, mais plus il avance, plus elle recule doucement. Complètement paniquée par sa démarche, surtout qu'il n'a pas du tout l'air d'être là pour commander, elle se dit qu'il faut absolument qu'elle prévienne son manager. Elle recule donc tout en gardant un contact visuel avec lui pour ne pas le perdre de vue. La situation devient de plus en plus intense, tandis qu'il est clair et net que l'homme ne lui veut pas du bien. Cassandra se retourne brièvement vers son manager, elle essaye de lui faire des signes à travers la vitre du magasin, mais rien n'y fait, il est beaucoup trop absorbé par son téléphone. Et c'est là qu'elle a une idée. Tentant le tout pour le tout, la jeune femme recule encore jusqu'à arriver au niveau de la borne du drive qui sera commandée. Cassandra, qui a l'habitude et qui sait comment ça fonctionne, appuie sur le bouton de la borne qui permet de déclencher une sonnerie à l'intérieur du Burger King. Et après plusieurs essais, Arthur, le manager, prend la parole à travers le micro de la borne en lui disant d'arrêter parce que ça faisait tout simplement du bruit. Mais l'homme est toujours là et il n'est maintenant plus qu'à quelques mètres d'elle. Et bien entendu, il continue de se rapprocher d'un air hyper menaçant. Cassandra assiste à la scène en proie à une panique totale et avant qu'elle puisse répondre, alors qu'elle pensait que l'homme allait arriver jusque elle, la porte arrière du restaurant s'ouvre enfin et Arthur apparaît avec sa lampe de poche. L'individu se retrouve donc entre Arthur et Cassandra dans une situation bien plus que tendue et qui n'était surtout pas prévue pour lui. Pris au piège entre les deux, il se met à paniquer et vrille complètement. À ce moment-là, on peut tout simplement imaginer que son plan tombé à l'eau, il va tout simplement s'en aller,
Mais sans attendre, il se précipite sur Cassandra et lui saute dessus en la plaquant par terre avant de se relever et partir en courant dans le parking. La jeune femme hurle de toutes ses forces, complètement paniquée par cette agression soudaine, elle ne comprend vraiment pas. Et bien entendu, le premier réflexe d'Arthur, c'est de courir vers elle pour voir si elle va bien et pour l'aider. Et quand il se retourne, l'homme est déjà loin. Quelques minutes plus tard, la gendarmerie arrive, toquant à la porte du restaurant. Et heureusement, les caméras de surveillance ont permis de tout filmer et dans un bon angle, et ça va donc permettre aux policiers d'identifier l'agresseur assez facilement. Et quant à l'identité de l'inconnu, il s'agit en fait d'un adolescent qui s'était échappé du service pédiatrique de l'hôpital voisin. Et finalement, il est retrouvé peu de temps après à la gare, à quelques mètres à peine plus loin. Et c'est après quelques jours à se reposer, toujours un peu sous le choc, que Cassandra apprend que l'homme l'avait repéré à la sortie du restaurant, espérant la dépouiller et peut-être même pire. C'est une véritable frayeur qu'elle a vécue il y a maintenant un peu plus d'un mois, mais elle nous explique ne pas s'en être totalement remise. Même si au final, toute cette histoire lui a permis de réaliser à quel point la vigilance est importante, même dans les tâches du quotidien les plus banales. Pour cette troisième histoire, nous allons nous rendre à Lyon. Malheureusement, le contexte est assez difficile dans le quartier où vit Paul. Récemment, il y a apparemment eu pas mal d'attaques au couteau pas très loin de son lieu d'habitat. Paul, lui, ça ne le dérange pas plus que ça, il n'en a pas vraiment peur, mais sa mère, elle, est très inquiète des dangers qui rôdent dans les rues. Et donc, elle le surveille de près, elle lui demande tous les jours de rentrer avant la tombée de la nuit, et bien qu'il se plie à cette règle, un soir, la tentation et l'insouciance l'emportent. Cette nuit-là, il y a énormément d'orages, tandis que Paul et ses amis se réfugient chez l'un d'eux, à quelques pas de chez lui. Ils passent vraiment du super bon temps, il y a énormément d'éclats de rire et les conversations sont super animées, bref c'est super cool comme soirée. Paul pense réellement à tout sauf au fait de devoir absolument rentrer assez tôt. Parce que oui, pendant que Paul profite de la chaleur de l'amitié, ses parents et ses frères se divertissent au cinéma, s'attendant à le retrouver chez eux quand il rentre. Mais les minutes défilent sans que Paul ne s'en rende compte. Et bien évidemment, c'est trop tard, ses parents sont rentrés du cinéma et voient qu'il n'est pas encore rentré. Sa mère n'attend pas une seule seconde et elle l'appelle tout de suite. D'une voix super sévère, elle le ramène brusquement sur terre, l'obligeant à reprendre le chemin du retour. Paul est plus que saoulé, il passe une super bonne soirée, mais bon, c'est comme ça, il doit rentrer. N'ayant même pas encore pris le temps de manger, son pote lui fait chauffer des nouilles instantanées pour qu'il les mange sur le chemin du retour. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros une boîte de pâtes dans laquelle on doit mettre de l'eau bouillante. Après quelques instants seulement, Paul se retrouve seul dans la rue, dans l'obscurité. Il marche tout en jonglant avec son téléphone dans une main et son précieux repas dans l'autre. C'est alors qu'à l'approche d'une intersection, une présence sinistre se dessine. Il n'y a absolument personne dans la rue sauf lui et une présence qui semble se cacher. En regardant en face de lui plus attentivement, Paul remarque des pieds dépassant une poubelle. Cette vision lui glace littéralement le sang. D'un coup, toutes les histoires d'attaque au couteau lui reviennent comme un flash dans son esprit. En une fraction de seconde, il repense aux paroles de sa mère lui disant de rentrer plus tôt, mais de toute façon c'est trop tard. Paul doit faire face à la réalité. Prudent, il marche tout doucement et prend le soin de s'écarter le plus possible de la poubelle. Et alors qu'il la dépasse enfin, Paul voit un homme encapuchonné caché derrière celle-ci. En une fraction de seconde, l'homme émerge de l'obscurité et se dirige vers Paul. L'angoisse est à son maximum, le jeune homme se lance dans une course effrénée, sentant les pas précipités de son poursuivant résonner dans l'air humide. Sans réfléchir, Paul dégaine son arme inattendue, l'eau bouillante des nouilles. Il se retourne et lui jette le liquide chaud en plein visage. Et ça marche, le liquide brûlant jaillit, aveuglant son assaillant et le ralentissant dans sa course. Ce très court instant pendant lequel Paul est retourné suffit pour qu'il remarque que l'homme tient dans ses mains une broche à kebab, qu'il a l'air d'utiliser comme une arme. On est d'accord, c'est quand même hyper original comme arme. L'homme pris au dépourvu hurle de douleur tandis que Paul, lui, s'échappe, ses jambes propulsées par la terreur. Enfin arrivé chez lui, il retrouve sa famille et compose frénétiquement les chiffres du numéro d'urgence. La police répond à son appel et très vite parvient sans peine à retrouver l'individu à l'endroit même où Paul l'avait surpris. Les révélations qui suivront vont le terrifier. Le fugitif était recherché pour agression sexuelle et tentative d'homicide. Et vous l'avez bien entendu deviner, les attaques au couteau venaient bel et bien de lui. Dans cette nuit sombre, Paul se rend compte qu'il a peut-être littéralement été sauvé par ses nouilles instantanées. Et malgré cette ironie du sort, il nous dit quand même que ce soir,
il est toujours un petit peu traumatisé par cette histoire et qu'il a du mal à marcher seul la nuit depuis. Et s'il retient une leçon de toute cette histoire, c'est que le danger peut réellement survenir de nulle part. Bon, les grands oufs, on espère que vous êtes prêts pour la 4e histoire et on va vous raconter le récit de Andrea et de son amie Carla. Tout d'abord, il faut savoir que les deux jeunes femmes de 21 ans ne sont pas très à l'aise socialement. Elles n'aiment pas vraiment être au contact des gens, mais en ont conscience et ont vraiment envie de s'améliorer. Et un jour, elles décident donc de passer la soirée dans un bar connu pour être très chill. Et effectivement, ça l'est. Aucune personne bizarre, les gens ont l'air décontractés sans être menaçants ni relous, bref, c'est ce qui devrait être la normalité en fait. En plus de ça, le bar est super original, il y a une espèce de piscine qui est quand même très invitante, il y a aussi l'écho de la musique qui est super entraînante, bref, elles s'abandonnent à la douceur d'un ou deux verres, mais pas plus. Bon, la soirée c'est cool, elle est aussi limpide que l'eau de la piscine, et ça va durer jusqu'à minuit et demi, moment où elles décident qu'il est temps de rentrer. Carrément satisfaites de la soirée et des efforts qu'elles ont fournis, elles quittent le bar, traversant un monde soudainement moins accueillant et elles croisent des ombres ivres et insistantes. Bon, c'est un peu dommage que ça finisse comme ça, et à ce moment-là, elles n'ont qu'une seule envie, rentrer chez Andrea et se poser devant un film Netflix. Et finalement, elles y arrivent sans aucune encombre. Pas de personnes bizarres qui l'attendaient à la sortie du bar, pas de gens chelous sur le chemin, bref, tout semble parfait. Maintenant qu'elles sont safe chez Andrea, elles vont pouvoir chiller, sauf qu'elles oublient un détail très important. Elles ont tout simplement hyper faim et il n'y a pas grand chose à manger. Et après avoir réfléchi l'équivalent de 2 secondes, le choix se porte naturellement pour elles sur un McDo. Mais malheureusement, c'est la commande qui se transforme rapidement en épreuve. Une épreuve qui ne sera que la première de cette longue soirée qu'elles s'apprêtent à vivre. Alors qu'ils ont commandé depuis pas mal de temps, elles se rendent compte sur l'application que le livreur ne bouge pas. Vous le savez, lorsqu'on commande, on peut parfois voir la localisation du livreur, mais là, sa position reste désespérément figée, tandis que les minutes défilent. Bien entendu, au bout d'un moment, ça commence à faire long, et donc les deux filles commencent à l'appeler, mais il semble confus. Il raconte des choses qui n'ont pas vraiment de sens, il leur dit que la commande n'est pas prête, mais en fait si, mais en fait non, bref, c'est un bordel sans nom et ça a vraiment aucune explication. Et au bout d'un moment, Andrea estime qu'elle a été assez patiente, elle en a clairement marre, elle a faim, et donc elle décide de sortir avec son ami et de directement se rendre à l'endroit où se trouve le livreur depuis maintenant près de 30 minutes. Et avec du recul, elle nous raconte ce soir qu'elle aurait préféré ne jamais y aller. Et c'est le cas de le dire parce qu'une fois dehors, l'instinct protecteur d'Andrea se réveille. Elle a un très mauvais pressentiment par rapport à tout ça, et il faut savoir que son amie est encore plus peureuse qu'elle. C'est donc Andrea qui prend le lead dans cette situation qui s'annonce vraiment étrange. Les deux filles marchent pendant quelques minutes et finalement elles arrivent et voient cette scène. Le livreur est posté là, complètement indifférent aux gouttes de pluie, et il semble captivé par une conversation avec un homme étrange. Poussée par sa curiosité, Andrea s'avance, découvrant non pas un ami du livreur, mais une silhouette menaçante. Tout est vraiment confus, la scène est très étrange, et elle voit que l'homme a le visage en sang, il a l'air dans un état lamentable, comme s'il venait de se bagarrer contre 3 personnes en même temps. Carla lui fait même doucement remarquer qu'il avait l'air de s'être uriné dessus, bref, il n'y a rien qui va. À ce moment-là, les deux amis ont vraiment plein de questions en tête. Qui était ce livreur et à qui il parlait, pourquoi la personne à qui il parlait était dans un état aussi critique. Et finalement, décidant de passer outre toutes ces questions, Andrea s'avance dans le but de récupérer sa commande et sans avoir vraiment affaire aux deux hommes. À tâtons, elle arrive enfin à leur hauteur et tout simplement, elle va récupérer son McDo sans même adresser un mot aux deux hommes et repart dans l'autre sens pour retourner à l'immeuble. Et c'est le cas de le dire, mais les deux jeunes filles font absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas susciter leur attention. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas aussi simplement. L'homme en sang, qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur, se met à suivre les deux jeunes femmes. Et il ne va pas les suivre qu'un peu, parce qu'il va même jusqu'à entrer dans l'immeuble et en même temps qu'elles. À ce moment-là, dire que les deux jeunes filles sont angoissées est un doux euphémisme. Elles ne savent pas du tout comment réagir, surtout qu'il n'a pas du tout l'air commode et n'a pas l'air d'être un gars normal. Et évidemment, cette éventuelle coïncidence qu'il habiterait exactement au même endroit qu'Andrea semble beaucoup trop grosse. Cette dernière a donc activé son alarme intérieure et elle n'a qu'une seule envie,
c'est que cet individu qui semble définitivement les suivre ne découvre pas où elle habite. Et tout simplement pour ce faire, elle dit à sa pote d'arrêter d'avancer et de faire comme si elle vérifiait leur courrier. Cette dernière comprend donc le plan, elle prend son temps, elle cherche ses clés, tout ça dans l'espoir que l'homme les dépasse enfin, prenne l'ascenseur et ne les dérange plus. Malheureusement, et vous l'avez anticipé, ça ne marche pas du tout. D'un coup et brusquement, l'homme arrive à leur hauteur et leur hurle d'avancer. Les deux jeunes femmes sont complètement paniquées, elles ne savent plus quoi faire et sous le poids de la pression, elles acceptent et se dirigent vers l'ascenseur. Et tout en marchant vers ce dernier, sachant qu'elles seront maintenant enfermées avec lui dans un espace de 2 mètres carrés, elles commencent à se préparer. Andrea sait qu'elles vont peut-être devoir se battre s'il les agresse. C'est absolument horrible, mais elle se met à anticiper la pire des éventualités. Elle prend donc ses clés, les met entre ses doigts et serre le poing. Puis, complètement terrifiées, les deux jeunes filles entrent dans l'ascenseur avec lui, n'ayant plus vraiment le choix. Et au début, alors que les trois rentrent dans l'ascenseur, l'homme indique le 5e étage, tandis que elle indique le 4e. La tension est à son comble, Andrea et Carla se demandent ce qu'il va faire. Mais finalement, pas grand-chose. Les portes s'ouvrent au 4e, mais l'homme sort également. Sachant que maintenant, elles sont vraiment en danger et que l'échéance d'arriver jusque sa porte ne saurait plus tarder, elle décide de marcher vers un autre appartement au hasard pour que l'homme ne puisse pas savoir où elle habite. Encore une fois, on vous le répète, mais la tension est à son comble. Les deux jeunes femmes se demandent réellement comment tout ça va finir et elles craignent littéralement pour leur vie. Et alors qu'elles se trouvent maintenant devant la porte d'un voisin, l'homme juste derrière leur hurle dessus d'ouvrir. Et évidemment, Andrea et Carla le comprennent, ils croyaient qu'il s'agissait de leur appartement. Et pour couronner le tout, comme dans les films d'horreur, c'est pile à ce moment que la lumière du couloir décide de s'éteindre. Ne voyant plus rien et étant presque en crise de panique, Andrea cherche l'interrupteur mais ne clique pas sur le bon bouton. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'elle a en fait appuyé sur la sonnerie de cet inconnu. L'homme commence sérieusement à s'impatienter et Andrea prétexte tout simplement que son copain dort dans l'appartement et qu'elle veut le réveiller car elle n'a pas les clés. Mais malheureusement, personne ne sort pour les aider. Encore une fois, elles sont totalement seules et livrées à elles-mêmes. L'inconnu qui, on vous le rappelle, a toujours le visage ensanglanté et est complètement confus, est toujours là, derrière elle, à leur hurler dessus d'ouvrir la porte. Ne sachant clairement pas quoi faire, dans un éclair de lucidité ou peut-être de désespoir, Andrea propose naturellement et subitement de sortir fumer. Sans attendre de réponse, elle attrape naturellement le bras de son ami et commence à courir vers l'escalier qui donne sur la cour de la résidence. Enfin arrivée dans cette cour, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas vraiment d'endroit où se cacher. Et en plus de ça, elles ne peuvent pas sortir de l'immeuble depuis la cour sans repasser par le couloir où se trouve maintenant l'individu. Cette fois, les deux amies se rendent à l'évidence, personne ne va venir les aider. Elles sortent donc immédiatement leur portable et appellent la police. Et enfin, après une brève conversation, c'est une lueur d'espoir qui se fait ressentir alors que la police annonce avoir envoyé une patrouille. Pendant près de 30 minutes, les deux jeunes filles attendent dans la cour alors qu'elles entendent que l'inconnu hurle dans les couloirs pour les retrouver. Après tout ce temps, Andrea décide de rappeler la police qui va leur annoncer une terrible nouvelle. Au bout de ces longues 30 minutes, personne n'est encore parti car toutes les patrouilles sont occupées. À ce moment-là, on est d'accord, on a vraiment l'impression que le destin est contre elles. Et encore une fois, les deux jeunes filles sont complètement seules. Finalement, alors qu'il est plus de 2h du mat, Andrea décide d'appeler son ex-copain pour qu'il vienne les aider. C'est vraiment le dernier recours pour elle. Et complètement dans le pâté, le jeune Thibaut accepte de venir mais à contre-cœur parce qu'il leur fait bien comprendre qu'il a tout simplement la flemme. Super réaction. Mais finalement, s'agissant de leur dernier espoir, il arrive enfin. Les deux filles prennent leur courage à deux mains et courent dans le couloir pour sortir et rejoindre Thibaut qui les attendait. Dans leur course, elles ont checké en arrière et heureusement, l'homme ne semblait plus être là. L'arrivée de Thibaut apporte un soulagement temporaire, même si son attitude blasée et son manque d'empathie les laissent un peu désorientés. Finalement, tous les trois vont attendre ensemble que la police arrive enfin pour inspecter l'immeuble, mais malheureusement, aucune trace de l'individu. La police leur dit qu'ils ne sont pas étonnés de cette histoire car dans un des appartements se trouvant juste à côté du sien, se trouve un squat rempli de personnes au comportement souvent dangereux. Cette révélation ne fait qu'accentuer la peur d'Andrea qui se rend compte que cette situation pourrait peut-être se reproduire.
Tout doucement, elle réalise que le danger peut frapper à sa porte et ça la laisse complètement secouée, mais elle est déterminée à surmonter cette épreuve avec sa pote. Et finalement, après cette longue aventure, Andrea et Carla se retrouvent enfin dans son appartement et elles se mettent à pleurer à chaudes larmes. Elles se demandent sincèrement quel est le sens de cette soirée, pourquoi personne ne les a aidées, sachant qu'elles faisaient quand même pas mal de bruit et qu'elles voulaient justement éveiller l'attention des gens. Heureusement, jusque maintenant, Andrea, qui a vraiment très peur, n'a toujours pas recroisé cet individu qui les a traumatisés cette nuit-là. Et même si les questions restent sans réponse, elle nous dit que le fait d'avoir surmonté cette épreuve intense avec son amie Carla les a rendues plus fortes que jamais. Cette cinquième et dernière histoire, c'est celle de Lucie, âgée d'environ 11 ou 12 ans lorsque l'histoire se passe. Petite mise en contexte. Il faut savoir qu'à ce moment-là de sa vie, Lucie fait énormément de kayak. C'est vraiment sa passion, en plus elle peut en faire pas très loin de chez elle, donc vraiment c'est nickel. Enfin, quand on dit que c'est pas très loin, il y a quand même une bonne demi-heure à pied à faire pour s'y rendre. Et pour une petite fille de 11 ans, c'est quand même déjà beaucoup. Malgré tout, elle aime tellement le kayak que pour elle, ce n'est pas grave. Elle préfère marcher sans râler. En plus de ça, ce n'est pas rare que ses voisins passent avec leur camionnette blanche pendant qu'elle marche, et donc qu'ils la déposent, ce qui lui fait gagner énormément de temps. Bref, passons maintenant à son histoire. Comme à son habitude, elle suit le sentier qui mène à sa destination. Cependant, cette journée tranquille prend une tournure inattendue lorsque les éclats stridents d'un klaxon brisent le silence. Une petite camionnette blanche ralentit à quelques mètres d'elle. Lucie est hyper contente, elle est crevée et elle a vraiment la flemme de marcher. Et en regardant au loin, elle reconnaît à peu près la camionnette. C'est pour elle son voisin et donc elle s'y précipite, elle ouvre la porte côté conducteur pour rentrer dedans. Et là, c'est la douche froide. L'homme qui est au volant n'est absolument pas son voisin. Et à la limite, ce n'est même pas ça qui lui fait le plus peur. Ce qui la terrifie en un instant, c'est que l'homme est ultra creepy. Il a un grand sourire aux lèvres et semble plus que content que Lucie veuille monter dans sa camionnette. Il n'a pas l'air aussi surpris qu'elle de voir quelqu'un qu'il ne connaît pas. Le malaise s'installe alors que l'homme engage la conversation en lui proposant de la déposer. Sauf que là, Lucie est paralysée par l'anxiété. Elle sait que n'importe qui aurait peut-être fui en courant, mais elle n'a pas réussi. Elle reste figée sur place sans rien dire. Malgré son air plus que désapprobateur, l'homme persiste. Il lui pose une série de questions intrusives sur son âge, son apparence et même sa vie sociale. Des questions qui éveillent en elle un sentiment de danger imminent. Le problème, c'est que comme on vous l'a dit, elle est totalement paralysée. Elle n'arrive pas à se sortir de cette situation. Et d'ailleurs, ça dure comme ça pendant 20 longues minutes. 20 minutes pendant lesquelles l'homme l'interroge sur tous les aspects les plus intimes de sa vie. Lucie est en larmes, mais elle se sent piégée, presque obligée de répondre à son interrogatoire oppressant. Il va même jusqu'à lui demander si elle est célibataire, alors qu'on vous le rappelle, elle n'a que 11 ans, c'est vraiment horrible. Et heureusement, c'est lorsqu'il pose cette question que Lucie a un déclic. Elle parvient enfin à se libérer de cette situation oppressante et de son emprise presque hypnotisante. Sans même lui répondre, elle s'éloigne précipitamment. Elle prend un chemin détourné pour rejoindre son club de kayak en toute sécurité. Une fois arrivée, submergée par l'émotion, elle éclate en sanglots, partageant son effroyable expérience avec ses camarades et le personnel du club. Et plus les jours vont avancer, plus les parents de Lucie vont apprendre que des signalements similaires émergent dans tout le quartier, confirmant les pires craintes de Lucie. Le même homme, à bord de sa camionnette blanche, rôde autour des collèges, cherchant à attirer d'autres jeunes filles dans son piège. Lucie et ses parents portent bien évidemment plainte, contribuant ainsi à protéger d'autres enfants de cette même menace insidieuse. À travers cette terrifiante mésaventure, Lucie retient une leçon cruciale. Ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Et si une situation similaire devait arriver, retenir précieusement les détails, notamment la plaque d'immatriculation, peut faire toute la différence entre la sécurité et le danger. Une leçon apprise à ses dépens, mais qui, aussi simple soit-elle, pourra servir à protéger d'autres enfants de situations similaires. Joe, on vient de raconter 5 histoires. Yes. Qu'est-ce que tu as ressenti en les racontant, en tout cas 3 d'entre elles, et quelles leçons tu as tirées de ces histoires et que tu peux partager à nos abonnés? Eh ben écoutez, fermez la porte quand vous allez aux toilettes. C'est très important. Non, en plus même pas, parce que pour le coup, si elle avait fermé la porte, elle aurait pas vu qu'il y avait quelqu'un chez elle. C'est quand même très flippant comme situation. Cette histoire, elle est assez horrible.
qu'il y avait vraiment quelqu'un caché dans sa douche, c'est quand même assez fou. Hein, faites attention aux broches de kebab, Ouais, qui sont ça des aussi. armes parfois très très Les dangereuses. broches de kebab et les Ayez camionnettes toujours un blanches. petit peu de soupe sur vous, c'est très important, et évitez d'aller au Burger King et au C'est McDo. C'est peut-être la conclusion qu'on C'est ça. a donnée. Et On a si- parlé et pour que de finir, les camionnettes blanches, n'y allez pas. Voilà. Ouais. S'il y a une camionnette blanche, camionnette vous blanche n'y allez ou pas. noire, ou camionnette tout court. Déjà ce mot, il est pas C'est ça. accueillant, tu vois. Camionnette, C'est ça, ça donne pue. pas envie d'y aller. Déjà, ça pue, ouais. Voilà. Bah voilà, hein, on a résumé, tout résumé, je crois. Non, plus sérieusement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Encore une fois, hein, comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, de cet épisode en bas. Vraiment, c'est super cool toujours de vous lire. On reconnaît vraiment les pseudos, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux et même il y a parfois des nouveaux qui viennent dans les commentaires. On voit que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude, hein, qui font plutôt partie de la communauté silencieuse, Ça fait toujours qui se plaisir. lancent et c'est C'est ça. trop cool. Les habitués, bien entendu, on vous voit, on vous répond à chaque fois, vous nous régalez tout le monde, toujours d'ailleurs. autant, et tout le monde, ouais, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire aussi le nouveau cadre, du coup, vous êtes beaucoup à nous avoir dit dans la dernière vidéo que Ouais, vous on va aviez remarquer, apprécié. ouais. Donc c'est très cool, mais du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous appréciez ce nouveau cadre. Nous, on l'aime bien, franchement, il y en a plus d'espace, c'est un peu cool. Il y a Huguette qui est toujours là, bien entendu. Exactement, elle est là. Énormément à nous parler d'elle, en vrai. Allez, c'est un petit délire qu'on a lancé et maintenant Ça. elle fait partie de l'âme de la chaîne à C'est part ça. entière. Donc On réfléchit à la mettre aussi. dans le nom de la chaîne. Ouais, on verra. a même remplacé à un moment, on a même réfléchi à remplacer Joe par Huguette. On verra. Ah, on verra. Vous nous direz, vous nous Vous direz. verrez dans la prochaine vidéo. Donc stay tuned, n'hésitez pas à vous abonner. Non, en vrai, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir déjà et pour être clairement. au courant de toutes les prochaines vidéos Et qui c'est vont sortir. Très important pour vous aussi, hein, parce que vous faites après partie officiellement de l'aventure avec nous. Surtout que vous le savez très bien, on a plein de choses de prévues pour cette année. Et notamment dans quelques jours, là, le projet qui va sortir, le nouveau concept de vidéo. C'est le projet Malte. Voilà. Ah, t'as lâché le nom, t'as lâché le nom. Ceux qui vous arriveront à deviner ce que c'est, vous êtes très forts, mais je pense pas que vous l'aurez quand même. MALT. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voudrez voir aussi sur la chaîne, nouveaux concepts, etc. Parce que nous, on a pas mal de trucs de prévus, des choses un petit peu nouvelles, mais évidemment, on reste ouvert aux suggestions. Et Joe, je te laisse faire les réseaux. Les réseaux sociaux, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à tous ceux qui s'affichent juste là, notamment Instagram. Instagram, bah c'est vous justement, voilà. Et ouais, c'est une petite story qu'on est en train de faire. Petite story en direct, on est réellement en train de tourner la conclusion, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui va Et sortir. ça va rester dans la vidéo. Donc Exactement. j'arrête de vous j'allais dire Faire une disturb, inception. vous. Voilà, Mais, mais vous donc dérangez. du coup voilà, Instagram, Discord, Facebook, TikTok et Spotify. N'hésitez pas à nous rejoindre partout. Vous pouvez donc écouter les vidéos sur Spotify, c'est très cool. On met très régulièrement les vidéos, un petit peu du coup en décalé par rapport aux sorties sur YouTube. Il est en train de tout faire là. Et voilà, hein. Bah nous c'était un réel plaisir. On espère vraiment que vous allez apprécier la vidéo qui va sortir dans les prochains jours du projet dont vous a parlé il y a quelques jours déjà dans l'ancien thread. Mais on est désolé, on a eu quelques jours de retard parce qu'on voulait sortir quelque chose de bien léché, de bien propre. Quelque chose dont on était vraiment fiers, donc on va prendre un petit peu plus de jours et finalement voilà, on espère que ça va vous plaire et que ça va compléter ce qu'on fait déjà sur la chaîne. C'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, Yes. c'était Joe et Kratos, on vous dit merci pour cette aventure, merci pour tout et on vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Ciao. Vous Et êtes des je ouf. passe le tournage. Yeah. H2 Burger King Drive. Mais j'ai en vrai si après du coup l'histoire là, on pourra passer n'importe quoi sur l'écran, on est d'accord. Et là c'est peut-être un peu petit. OK, ça tombe toujours. OK. Deuxième clap qui sert un peu à rien mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir en fait hein, de clapper. Histoire longue McDo. OK. D'ailleurs, truc très très important, je me suis rendu compte en montant mal que c'est bien mieux d'avoir dans ce décor un haut foncé. Ah ouais. Ça te détourne beaucoup plus et je trouvais que toi tu passais bien mieux que moi qui avait un haut blanc. Et ça rend beaucoup mieux et les couleurs elles contrastent beaucoup plus en fait. Là du coup on a des couleurs plutôt chaudes derrière et du coup mettre un vêtement chaud c'est pas une bonne idée, mettre un truc froid c'est mieux, ça correspond plus avec le bleu qui est derrière et c'est pas mal en fait. Faut que j'en fasse 3. Donc H1, H3, H5. Ce serait quand même un peu con de raconter la même histoire. Salle de bain, toilette, effectivement. Celui-là, je le coco. Alright. Tout est bon. C'est parti. La jeune femme qui d'ailleurs vient tout juste d'obtenir son permis de conduire, GG à elle, pas très naturel. Pour se régaler et régaler son petit frère, elle décide de faire des pâtes. Putain, mais pourquoi elle est dure cette phrase alors qu'elle est pas dure? Ok, H3, nous instantané couteau. Une nouvelle arme détectée dans le pôle Nord, c'est à la une des activités du jour. Allez, gros flash. Merci Hugo. Ah, merci. Ah, putain, t'es vraiment con. Ce soir, exceptionnellement, pas des débats du jour. La première fois.
Allez, flasher jusqu'au bout. T'es vraiment con. Ouais, c'est vrai que ça va être très marrant. Pour le 1er avril, on peut faire ça. Franchement. Ouais, putain. Je suis chaud. Vas-y, ça marche. Je suis chaud.